Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à nos amis zoomesques qui sont éparpillés dans le monde entier, mais aussi à nos amis d'Abidjan, à l'Institut français, qui eux nous suivent depuis la Côte d'Ivoire en chair et en os. Bonsoir donc pour discuter avec nous ce soir des impacts du changement climatique sur l'émergence de ces maladies infectieuses au nom maintenant tristement célèbre. Mais avant de les évoquer, je vais rapidement, et puis je reviendrai après au cas par cas sur les fonctions de chacun, mais je vais rapidement vous présenter nos intervenants de ce soir. Alors, comment nous avons avec nous d'abord à l'écran Jean-François Guégan. Bonsoir Jean-François, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, à l'IRD. Vous êtes aussi professeur, nous en parlerons tout à l'heure, à l'École des hautes études en santé publique. Bonsoir, bonsoir Éric D'Ortencio. Bonsoir. Vous êtes médecin de santé publique à l'INSERM, donc, et vous coordonnez en ce moment le programme scientifique Reacting, nous en parlerons tout à l'heure. Bonsoir donc à Abidjan, vous m'entendez, Abidjan, vous êtes là? Oui, on vous reçoit très bien. Oui, bonsoir. Bonsoir donc Vincent Leblanc. Vous êtes anthropologue à l'IRD et vous vous occupez, on en parlera en détail tout à l'heure avec vous, de patrimoine locaux, d'environnement et de globalisation. Vous êtes chercheur également à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan donc. Et à côté de vous, Brahma Koné, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes enseignant-chercheur sur les eaux, l'hygiène, l'assainissement et la santé publique à l'université de Corcogo et au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Nous verrons avec vous tout à l'heure en quoi nos changements climatiques et nos variabilités saisonnières peuvent induire l'émergence de nouveaux virus. Jean-François Guégan, je vais vous présenter à l'instant. J'aimerais attirer l'attention sur vos spécificités. Vous allez voir, ça risque d'être un peu long, mais ce n'est pas innocent. Vous êtes de formation écologiste numéricien et parasitologue de formation. D'accord ? Vous travaillez depuis 20 ans autour des conséquences des modifications environnementales, du changement climatique, de la perte de la diversité biologique et des modifications d'habitat sur la transmission infectieuse et le risque d'infection émergent. Dites-moi, ça en fait des variables qui peut-être me font penser que le thème de notre conférence de ce soir est un peu restrictif, changement climatique et impact sur ces maladies infectieuses. Qu'en pensez-vous? Vous m'avez vous-même dit que c'était un peu biaisé. Alors, exactement. Tout d'abord, on confond beaucoup de choses quand on parle du changement climatique. Il faut considérer que d'abord, il est nécessaire de prendre en compte ce que l'on appelle la météorologie ou des paramètres météorologiques, la température, la pluviométrie, les radiations ultraviolettes. Et donc, ces paramètres vont définir ce qu'on appelle le climat, qui est aussi une composante en fait sociologique. On va dire quel climat il fait chez toi, par exemple. Donc ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, on va pouvoir parler de variabilité climatique. La variabilité climatique, c'est ce qu'on va observer sur plusieurs dizaines d'années. La plupart du temps, les gens travaillent d'ailleurs sur la variabilité climatique quand ils parlent du fameux phénomène El Niño, El Niña. Oui. C'est de la variabilité climatique et ça n'est pas du changement climatique. Et le changement climatique, c'est dans le temps long, mais dont les repères, alors long, c'est plusieurs dizaines à centaines d'années. Hein. Et le changement climatique peut avoir des répercussions sur comme des événements extrêmes, par exemple, qu'on subit ici, notamment dans la région de Montpellier, qu'on appelle les événements cétoles, avec des décharges de pluie. Et donc, il y a une confusion extrême, parce que la plupart du temps, les gens travaillent sur des phénomènes météorologiques en essayant de comprendre l'effet de la température sur la dispersion d'un agent pathogène ou des vecteurs qui le véhiculent, voire la plupart du temps de la variabilité climatique, mais extrêmement peu de gens travaillent finalement sur le changement climatique et ses conséquences sur la transmission de maladies infectieuses, qu'elles soient portées par des vecteurs ou des réservoirs ou directement contagieuses. Et donc, finalement,
De cette confusion, on s'aperçoit qu'un article très récent publié dans un journal prestigieux qui est le Lancet Infectious Disease, un travail publié en avril 2019, vous montre, donc c'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'il fait une synthèse des travaux précédents, et bien que 52% des papiers mettent en évidence un effet du changement climatique, mais que 48% mettent au contraire pas du tout d'effet du changement climatique, et voire une réduction de la distribution des aires de distribution des agents infectieux humains, ou aucun signal entre le changement climatique et les agents infectieux. Alors, justement, vous parlez de changement climatique, à ne pas confondre avec cette notion de variabilité. Vous faites allusion à cet article du Lancet. Nous y reviendrons, mais on sait que l'émergence de ces maladies infectieuses, que nous nommerons par leur triste nom tout à l'heure avec Éric D'Hortensio, ont des causes multifactorielles. Est-ce qu'on ne peut pas réduire en fait cette émergence, ces émergences rapprochées d'ailleurs, à seulement ces changements climatiques? Alors, exactement, mais c'est d'abord un problème d'échelle. On a nous-mêmes travaillé dans le cadre d'un laboratoire d'excellence en Guyane française sur la transmission des leishmanioses, que ce soit cutanée ou viscérale, et on a essayé de comprendre cela à différents niveaux d'échelle, c'est-à-dire au niveau continental, sud-américain et d'Amérique latine, d'Amérique centrale, pardon, mais aussi au niveau de quelques districts de Guyane. Et donc, ce qui apparaît étonnant, mais c'est la réalité en quelque sorte. Lorsque vous travaillez à des échelles fines, eh bien, vous mettez en évidence des paramètres météorologiques explicatifs à la distribution des cas de leishmaniose, mais aussi à leur progression finalement dans ce continent. Et plus vous descendez en échelle, eh bien, plus vous mettez en évidence des paramètres qui sont tout à fait différents, qui sont plutôt d'ordre anthropologique, sociologique, culturel, mais aussi d'interaction des populations avec les environnements où ils vivent, c'est-à-dire qu'ils vivent près d'une forêt et contribuent à la déforestation pour l'installation et le développement d'une agriculture. Eh bien, ces paramètres sont extrêmement importants pour mettre en évidence l'existence de foyers de développement de leishmaniose. Donc, vous voyez que c'est échelle dépendant. Et les explications sont aussi finalement très échelle dépendantes. C'est ce qu'on appelle le son eltonien d'un chercheur américain, un professeur d'écologie, qui travaillait sur les espèces invasives et qui a mis ce phénomène en évidence. Donc, les explications sont aussi échelle dépendante. Et il est évident qu'un anthropologue aura des explications anthropologiques ou sociologiques à apporter parce qu'il travaille justement à des échelles fines. Et un physicien de l'atmosphère trouvera des explications relatives à des paramètres météorologiques, ce qui lui permettra d'extrapoler par rapport à des mesures liées au changement. Comment expliquez-vous justement qu'en fait, en ce moment, tout tourne quand on parle de ces… Enfin, quand on est dans le grand public, auprès du grand public, on a tendance beaucoup à évoquer d'abord ces changements climatiques avant de considérer ces multifacteurs. D'accord. Alors souvent, quand je fais une conférence et que je commence ainsi, les gens, la première question, la première remarque qui m'est faite, c'est « mais vous êtes climato-sceptique ». Non, non, je ne suis absolument pas climato-sceptique et il y a suffisamment de faits aujourd'hui pour démontrer un effet du changement climatique et ses impacts. On le constate tous les jours, au moins pour les personnes les plus âgées d'entre nous peuvent le vérifier. Il y a des évidences supportées par des faits aujourd'hui scientifiques incontestablement. Mais tout simplement parce que je pense que la recherche elle-même, elle est soumise à des modes. Et le changement climatique a certainement été une mode ces 20 ou 30, 40 dernières années où finalement on a résumé la distribution, la dispersion et la propagation d'agents infectieux et beaucoup de leurs vecteurs grâce et à l'aide de paramètres météorologiques et donc permettant aussi d'extrapoler dans un cadre de changement climatique et d'augmentation de la température. Mais n'importe quel épidémiologiste sait très bien que les explications sont souvent de nature multifactorielle et ce qui importe pour la distribution, la présence, l'augmentation des incidences, des prévalences, la plupart du temps, ce sont les activités, les attitudes, les comportements humains. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste dans justement des articles de synthèse, c'est que tous les articles qui au préalable mettaient en évidence un effet prégnant
de la météorologie et donc dans un cadre du changement climatique, d'une possibilité des impacts du changement climatique sur la distribution de ces agents infectieux. Et je parle aussi du système infectieux avec leurs vecteurs et leurs réservoirs. Aujourd'hui, ces études mettent en avant, en évidence les grands classiques épidémiologiques, c'est-à-dire la concentration d'individus, la promiscuité, la pauvreté de certaines populations comme éléments majeurs dans la circulation, la distribution et l'augmentation des aires de distribution d'agents infectieux. Dites-moi, l'autre jour, quand nous avons préparé cette conférence, tous les deux, nous avons évoqué le cas de ce moustique tigre qui, quelques temps avant la maladie du Covid, on en parlera tout à l'heure, a jeté un peu l'effroi dans la population française. Alors, voilà. Alors, ce moustique tigre qui est présent dans le sud de la France, qui est aujourd'hui aux bordures de Paris, qui a remonté le long de la côte atlantique française pour arriver jusqu'au sud de la Bretagne environ, eh bien, généralement et classiquement, on va dire et expliquer que le changement climatique a contribué à sa migration plus au nord en France. Et d'ailleurs, quand je commente à ce sujet, les journalistes me posent exactement aussi la même question en disant « Mais êtes-vous sûr de ce que vous dites, Monsieur Guégan ?» Tout simplement parce qu'on lit partout que le changement climatique en est responsable. À ma connaissance, il y a 2 travaux travaillant sur le moustique tigre Aedes albopictus, qui est le cousin d'Aedes aegypti qui transmet le virus, enfin plusieurs virus, dont celui de la dengue en particulier. Eh bien, ces 2 travaux, d'ailleurs, 2 collègues espagnols, ils ont essayé de mesurer la quantité de moustiques transportés dans les voitures entre les villes, notamment d'Espagne. C'est un travail fantastique dans lequel ils vont mesurer le nombre de moustiques transportés par chaque voiture, ils vont faire des tas de mesures, etc. Et ce qui montre évidemment, c'est que le moustique embarque à chaque fois dans le coffre de votre voiture, dans l'habitacle lui-même, dans les camions, sur les trains cargo, mais aussi bien entendu les avions, notamment dans les soutes, et il est transporté à longue distance grâce à ces moyens. Autrement dit, l'homme, à travers ses déplacements, contribue aussi au déplacement de ce moustique. Alors, tout le problème aujourd'hui est de savoir si le changement climatique intervient finalement sur cette remontée du moustique tigre en France. On sait très bien que le changement climatique a une influence sur la remontée d'espèces de papillons, d'oiseaux en particulier, qui se reproduisent et qui installent des populations 180 km plus au nord aujourd'hui en France qu'il y a 30 à 40 ans. Ça, c'est un fait, c'est accepté. Ça figure d'ailleurs dans les documents du GIEC ou IPCC en anglais. Donc ça, c'est un fait. Alors, pourquoi pas le moustique tigre? Parce que c'est aussi un insecte, comme les papillons dont je parle. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, ces insectes de type Aedes se dispersent sur des rayons assez ridicules, d'ailleurs, en proportion de leur taille. C'est-à-dire, c'est 500 mètres autour de leur lieu de vie habituel. C'est peut-être 2 à 3 kilomètres qui sont portés par certains vents. C'est peut-être un peu plus, mais voilà. Donc, du coup, on a des éléments de transport organisés par l'homme et qui le dispersent à très large échelle par rapport à des événements du changement climatique qui sont très lents, que doit aussi subir ce moustique tigre pour installer des populations plus au nord, mais qui va être rythmé selon la taille et le rayon de déplacement de ces moustiques, c'est-à-dire de l'ordre de quelques centaines de mètres, voire de quelques kilomètres. Donc il y a 2 événements qui se superposent, un événement très rapide qui va venir masquer un événement beaucoup plus lent. Et donc, c'est ce qu'on a du mal aussi à essayer de comprendre et de capturer. Donc, je ne nie pas que le changement climatique puisse avoir un effet sur la progression du moustique tigre et de son installation en France. Ce que je vous dis, c'est que l'homme participe beaucoup plus de manière active et rapide à sa disparition, à sa dispersion et à sa propagation en France, mais aussi dans le monde finalement, puisque ce moustique tigre est arrivé en Albanie, s'est dispersé ensuite en Italie, grâce et à cause du commerce de pneus usagés à réchapper
en Albanie en particulier. C'est comme ça qu'il s'est introduit en Europe. Merci Jean-François Guégan. On reviendra tout à l'heure, évidemment, vous consultez à l'occasion des questions de notre public à Abidjan et de notre public zoomesque en France. L'homme, donc, véhicule à la fois du moustique tigre, mais également véhicule des virus. Éric Dortension, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes donc médecin de santé publique à l'INSERM, vous coordonnez le programme scientifique REACTing, nous allons en parler. La maladie du Covid a beaucoup tiré la couverture à lui, mais ces maladies émergentes, elles ont des noms. On parle d'Ebola, par exemple, on parle de Zika, on parle de la dengue, de chikungunya. Vous allez peut-être nous les présenter rapidement, nous faire un peu un état des lieux de ces maladies émergentes. Et puis, nous en viendrons avec vous au programme, au consortium que vous coordonnez. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, on assiste depuis quelques années à une émergence, on dira, de plus en plus fréquente, en tout cas de réémergence de plus en plus fréquente et rapprochée dans le temps de ces maladies infectieuses, même si ce sont des virus, pour la plupart, qui sont connus depuis de nombreuses années. Il y a une récurrence qui sont avec un impact non négligeable, comme on l'a pu le voir. Alors, si on prend des exemples précis, vous avez cité quelques maladies, quelques virus. Ebola, on le connaît, le virus Ebola, on le connaît depuis les années 1976. C'est un virus qui a été décrit la première fois en République démocratique du Congo, dans la région de Yambuku. La première épidémie donc en 1976, et depuis 1976, il y avait quelques émergences dans la région d'Afrique centrale qui provoquaient des épidémies, pas forcément de grande ampleur, plutôt de centaines de cas, et donc ça restait très localisé. En 2014-2015, on a assisté à une épidémie en Afrique de l'Ouest. C'était la première qui a été décrite dans cette région et qui a touché des pays comme la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, et à moindre échelle un petit peu le Mali. Et donc là, c'était une vraie crise humanitaire finalement, parce qu'il y a eu de nombreux cas, de nombreuses victimes, et on a assisté à quelque chose qui était inédit et qui a pris une ampleur internationale, parce qu'il y a eu également des voyageurs qui sont rentrés avec du virus, malades, etc. Donc la communauté a pris conscience qu'il y avait un vrai enjeu sur ces maladies-là. Et c'est vrai que c'est un petit peu le tournant, en tout cas pour la recherche sur les maladies émergentes et la recherche en temps de crise, avec la mise en place d'essais cliniques, d'essais sur les diagnostics, sur les vaccins, sur les traitements. Ça a été un petit peu le tournant où on a pris conscience qu'il fallait agir sur ces maladies infectieuses émergentes. Je reviendrai sur la recherche et avec le consortium REACTing, mais peut-être pour continuer sur les émergences, on a assisté aussi ces dernières années, vous l'avez tous vécu, à cette épidémie de Zika également. Zika, c'était un virus qu'on connaissait aussi depuis les années 40-46, je crois, en Ouganda, qui avait été décrit la première fois. Il a probablement circulé à bas bruit dans certaines régions africaines pendant de nombreuses années, mais voilà, on ne le connaissait pas bien. Et on l'a vu réémerger dans le Pacifique, une première fois dans une petite île que l'on appelle Yap, dans les années 2000, je ne sais plus, 2007, 2008, je crois. Il y a un bon papier dans le New England Journal of Medicine qui décrit bien cette épidémie, qui était de 200 ou 300 cas, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, donc c'était circonscrit, il n'y a pas eu de... Et puis en 2013-14, la Polynésie française a subi une grosse épidémie de virus Zika. Et ce virus est aussi transmis par la suite, transporté, je dirais même, en Amérique du Sud, avec l'épidémie de grande ampleur que l'on a connue, et ses conséquences
qu'on a pu décrire, notamment chez les enfants nés de mères infectées, avec toutes ces malformations et ces microcéphalies à laquelle on assistait. Donc, ça, c'était des manifestations de la maladie qu'on ne connaissait pas du tout, parce qu'on n'avait probablement pas assez décrit de cas quand ça circulait dans les régions africaines ou ailleurs. Donc ça, c'était une vraie émergence. Ces deux exemples, Ebola et Zika, c'est vrai que c'est des exemples assez marquants parce que voilà, ça a été... Pardon, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Donc c'était assez marquant, très médiatisé, etc. À moindre échelle, ces dernières années, on a aussi parlé d'une maladie qui est une ancienne maladie que l'on connaît tous bien, qui est la peste. Et on a assisté, par exemple, à Madagascar, à une émergence inhabituelle dans des villes de la peste pulmonaire en 2017. Et ça, c'était aussi inhabituel par rapport aux épidémies saisonnières annuelles que subit Madagascar. Il y a eu aussi en Afrique centrale une épidémie de fièvre jaune, alors qu'on a une vaccination qui fonctionne bien et qui protège très bien. Voilà, tout ça pour dire que ces dernières années, on a assisté à ces maladies qui ont émergé de part et d'autre de la planète, jusqu'à ce qu'on est en train de vivre actuellement avec Covid et coronavirus. Des émergences, hein, vous le dites, qui donnent l'occasion à la recherche, évidemment, de toujours en apprendre et de toujours progresser. Hein. Vous le disiez, l'importance de la recherche en ces temps d'épidémie. Est-ce que vous voulez revenir sur l'importance et la nécessité hein, de la recherche dans ces moments-là? Oui, bien sûr, parce que, comme je le disais, malheureusement, ces périodes sont finalement des opportunités pour faire de la recherche et pour faire avancer les connaissances sur ces maladies-là. Et donc, c'est vrai qu'avec Reacting, donc Reacting, c'est un consortium de recherche français qui réunit beaucoup de disciplines. Ça se veut un réseau multidisciplinaire et multi-institutionnel. Donc, il y a des instituts comme l'IRD, l'Institut Pasteur, l'INSERM, le CNRS, le CIRAD. Vraiment, c'est quelque chose qui est multi-institutionnel et on réunit ces instituts, ces chercheurs, ces laboratoires d'excellence de recherche qui travaillent sur les maladies infectieuses émergentes sur différents aspects, que ce soit sur la recherche clinique, la recherche fondamentale, les essais vaccinaux, les sciences humaines et sociales, la modélisation, etc., pour améliorer et préparer les épidémies et aussi répondre aux épidémies par la recherche. Quand je dis répondre par la recherche, c'est de mettre en place, par exemple, un essai clinique pour évaluer un traitement pendant une épidémie. C'est très important parce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir des malades et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir évaluer l'efficacité d'un médicament. On va pouvoir aussi mettre en place des essais vaccinaux. Et ça a été bien montré justement dans l'épidémie d'Ebola en Guinée, où on a pu évaluer un vaccin qui avait déjà été développé, mais qui était un peu dans les tiroirs. Et il avait pu être évalué en temps réel. Et en plus, il a montré une efficacité à plus de 95%. Donc, ça a permis de faire avancer la prévention de cette maladie, puisque maintenant, ce vaccin est utilisé dans les épidémies qui réémergent en République démocratique du Congo, et notamment sur les 2 dernières épidémies dans l'Est, dans le Nord Kivu et dans la région Équateur. Donc, d'où l'importance de mettre en place. Alors, ce n'est pas facile parce que c'est des challenges assez importants en termes de logistique, en termes de moyens humains, de moyens financiers. Il y a un contexte qui est particulier puisqu'il y a une épidémie qui est en cours. Il y a la gestion des malades qui doit se faire, mais en même temps que tout ce qui se passe, on a démontré que c'était possible de faire de la recherche et d'évaluer des traitements, des tests diagnostiques, des vaccins pendant ces périodes-là. Donc, c'est vraiment très important et c'est ça qui fait avancer. Et on le voit aussi avec Covid en ce moment, avec toute la course aux vaccins, aux traitements qu'on peut assister pendant cette pandémie. Alors, je crois, vous me direz, hein, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que depuis le début du mois de mars 2020,
c'est une vingtaine de projets qui ont été lancés par votre consortium, dans votre mouvement de chercheurs. En fait, une des missions de Reacting, c'est de lancer très rapidement les recherches au tout début et de favoriser le lancement de ces projets en proposant des financements ce qu'on appelle des financements d'amorçage aux équipes pour qu'elles puissent démarrer. Et les 20 projets dont vous parlez, en fait, c'est ces projets qui ont pu débuter très rapidement grâce à des financements des ministères de la Recherche et des ministères de la Santé qui ont été attribués au consortium Reacting et qui ont pu, suite à un appel à projets, sélectionner ces 20 projets qui ont pu démarrer très vite. Alors depuis, il y en a bien de nombreux autres projets sur Covid, hein, c'est des centaines de projets qui sont actuellement en cours, mais effectivement, une des missions, c'est vraiment de lancer très rapidement et le nerf de la guerre est souvent ce financement permet de démarrer très vite. Quand on parle de recherche, on ne peut pas s'empêcher aussi de parler à toute cette surveillance qui a été mise en place. On sait que ces virus émergents sont sous surveillance, ils ne sont pas sous contrôle complètement, mais ils sont en surveillance, on les a à l'œil depuis une quarantaine d'années. J'imagine que vous articulez à la fois la recherche, la surveillance, et cette surveillance qui peut induire des comportements de prévention préventifs pour se prémunir de toutes ces épidémies qui devraient se rapprocher et se multiplier normalement dans les années qui viennent. Alors oui, vous avez raison, la surveillance est un enjeu primordial. Pour avoir un bon système de surveillance, il faut également avoir des bonnes capacités de diagnostic biologique en laboratoire. Et c'est vrai que c'est parfois ce qui peut retarder le diagnostic de certaines émergences. La plupart de ces émergences sont des zoonoses, c'est-à-dire que ce sont des virus qui se transmettent des animaux à l'homme à un moment donné. Il y a un franchissement de la barrière d'espèces. Mais c'est difficile d'avoir une surveillance globale, tant animale que humaine, notamment dans les pays à ressources limitées, où se passent la plupart du temps ces émergences. Donc, effectivement, il faut des moyens diagnostiques robustes, en capacité de faire des diagnostics parfois de maladies rares, comme des fièvres hémorragiques, comme des arboviroses qui n'ont peut-être pas circulé de façon récurrente dans certaines zones. Et à côté de ça, avoir un système de surveillance qui permette de détecter et d'alerter les décideurs de santé publique pour mettre en place les mesures très rapidement. Donc c'est vrai que c'est des enjeux considérables et grâce à des bons systèmes, effectivement, on peut probablement mieux maîtriser et mieux circonscrire les épidémies à leur début si elles sont détectées très précocement. Malheureusement, et c'est ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest dans les années 2014-2015, une fois qu'on avait eu le diagnostic des premiers cas, malheureusement, le virus avait déjà diffusé dans la population, en tout cas dans son émergence, dans sa zone d'émergence. Et voilà, ça a été un peu tardif pour la contenir, et ça a mis près de 2 ans à contenir cette épidémie dans les 4 pays. Donc c'est vrai que c'est un enjeu considérable. Merci beaucoup, Éric Dortension. On va revenir bien sûr vous voir tout à l'heure avec nos questions. Des virus qui nous prennent souvent de court en réalité. Rebonsoir Vincent Leblanc, vous m'entendez à Abidjan, l'Institut français? Bonsoir, on vous entend très bien. Oui, tant mieux. Alors, on parlait de ces zoonoses et de ces arboviroses qui se multiplient, de ces franchissements de barrières d'espèces. On pourrait dire en quelque sorte que l'homme impose beaucoup de contraintes à son environnement, mais qu'au final, il connaît mal la faune qu'il contraint. Vous êtes anthropologue à l'IRD, versé dans les patrimoines locaux et l'environnement et la globalisation. Sans doute que vous avez beaucoup à nous dire sur ces contraintes imposées par l'homme et en même temps sur cette méconnaissance qu'il a de cette faune qui est porteuse de ces virus émergents. Alors oui, en effet, moi je suis spécialisé dans l'étude des relations entre les sociétés et leurs environnements. En particulier, j'ai eu à m'intéresser ces dernières années à la manière dont des dispositifs
de protection de l'environnement, notamment des parcs nationaux, des forêts classées ou tout autre type d'aires protégées, sont mises en place pour essayer de préserver la biodiversité et limiter les contacts entre les humains et la faune. Ceci en Côte d'Ivoire et dans des pays voisins, en Guinée et en Guinée-Bissau. Alors, je ne dirais pas nécessairement qu'il y a une méconnaissance de la faune, en tout cas de la part des riverains. En fait, il y a toutes sortes de connaissances qui sont plus ou moins largement distribuées dans la population qui vit à proximité des aires protégées et qui est susceptible par ses activités d'être exposée à des risques zoonotiques, que ce soit par la chasse ou simplement par le fait de fréquenter le même environnement que les animaux qui sont porteurs d'agents pathogènes, de rentrer en contact soit avec les animaux eux-mêmes ou avec leur déjection. Mais en tout cas, donc, ce qu'on essaye de comprendre avec une équipe à laquelle j'ai contribué depuis 2 ans maintenant et qui est à l'université Félix Houphouët-Boigny, ici en Côte d'Ivoire, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que ces aires protégées qui connaissent un regain d'intérêt avec la multiplication des épidémies et des pandémies pour essayer de limiter les contacts entre les hommes et la faune, eh bien, la question qu'on se pose, c'est d'essayer de savoir comment est-ce que la gestion et la gouvernance de ces espaces fonctionnent concrètement. Est-ce que ça permet réellement ou pratiquement de limiter ces contacts à risque zoonotique? Alors, on peut donner quelques exemples. Ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, le parc dans lequel il y a eu le plus de zoonoses documentées, étudiées, c'est incontestablement le parc national de Taï, dans le sud-ouest du pays. Chez les chimpanzés de ce parc, par exemple, a été documenté le virus Ebola qui a décimé une bonne partie des groupes étudiés par les chercheurs dans les années 90. Donc, il s'agissait d'une autre souche du virus Ebola, bien différente de celle qui a sévi en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Ces chimpanzés ont également été en partie décimés par l'anthrax. Et donc, la question, c'est de savoir si le dispositif du parc permet bien d'éviter que ces maladies constatées chez les chimpanzés, par exemple, quel est leur degré d'efficacité pour limiter les risques de transmission aux humains. Et donc, pour cela, avec cette équipe, eh bien, on mène des recherches autour de plusieurs parcs nationaux en Côte d'Ivoire, alors pas, ou moins en tout cas dans le parc de Taï, qui est en fait l'un des plus étudiés parce que il est souvent considéré comme l'un des derniers vestiges de forêt primaire à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Il est donc très investi par la recherche naturaliste, mais on s'est focalisé sur des parcs qui sont moins étudiés, entre autres avec les collègues sur une réserve qui s'appelle la réserve du Mont Nimba, qui est dans une zone frontalière avec le Libéria et la Guinée. Et donc, dans ce cadre, eh bien, nous sommes intéressés à la gouvernance, en quelque sorte, au ras du sol, c'est-à-dire à la manière dont s'organisent les interactions, les relations entre différents protagonistes qui ont tous des intérêts, mais des intérêts souvent divergents à propos de ces espaces protégés qui investissent des significations et voire des fonctions qui sont différentes. Alors, Vincent Leblanc, vous disiez l'autre jour quand on a préparé ensemble la conférence qu'un parc, un espace protégé, ce n'est pas seulement en fait un endroit où on laisserait évoluer la biodiversité, mais c'est également un territoire. Et vous avez insisté sur cette notion, et je pense qu'elle est en rapport avec cette problématique de gouvernance que vous abordez à l'instant. Oui, absolument. Effectivement, on a tellement tendance à penser ou à rattacher ces espaces à l'idée de nature qu'on en oublie que ce sont aussi finalement des créations humaines, que ce sont des institutions. En particulier, on peut définir les parcs comme des territoires qui sont dévolus à la conservation de la biodiversité et de plus en plus à des fonctions prophylactiques, hein, c'est-à-dire pour essayer de prévenir les risques de transmission entre les humains et la faune sauvage, la transmission d'agents pathogènes. Alors, ce sont des territoires, et donc qui dit territoire, eh bien, dit antagonisme, dit tension, dit parfois conflit, qui peuvent être plus ou moins ouverts ou plus ou moins larvés. Et je vais donc vous donner un exemple précis à partir de ce qu'on a pu documenter avec notre équipe dans cette réserve du Mont Nimba. Il s'agit donc d'une réserve qui est, comme je le disais, transfrontalière. La partie ivoirienne de cette réserve du Mont Nimba a reçu un label de la part de l'UNESCO, qui est le label de patrimoine mondial, et ce qui signifie qu'il y a là une biodiversité exceptionnelle
à protéger. Simplement, ce parc a perdu il y a déjà longtemps ce label de patrimoine mondial à cause de la chasse, d'une surchasse qui se déroule à l'intérieur du parc, notamment, et donc se trouve aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial en péril. Alors, pour l'un des critères pour essayer de sortir cette liste du patrimoine mondial en péril et de le réhabiliter en tant que patrimoine mondial tout court, eh bien, c'est d'essayer de créer une zone tampon autour du parc pour essayer de limiter les contacts entre les plantations de cacao et les planteurs qui sont accolés directement sur la limite du parc, séparés par un chemin juste d'1 mètre de ce parc, en fait. Donc, dans un contexte tout à fait particulier, qui est qu'en fait, en Côte d'Ivoire, le code forestier ne prévoit pas en réalité de zones autour des parcs. Il y a d'autres types de dispositifs en périphérie des aires protégées qu'on appelle les zones périphériques, mais qui sont en fait des espaces qui englobent des terroirs riverains des parcs qui doivent en principe faire l'objet d'un contrat de gestion entre les riverains du parc et l'agence qui s'appelle l'Office ivoirien des parcs et réserves. Vincent ne vous entend plus, on vous entendait un peu remixé d'ailleurs, ce qui était assez actuel. Est-ce que en France, Éric D'Hortensio et Jean-François Guégan, vous m'entendez? Parfaitement. Parfaitement. Oui. On avait donc le même problème. Vous avez entendu aussi un peu remixé, notre ami. Ce qu'on va faire peut-être, c'est que le temps qu'il revienne, on va discuter peut-être entre nous et on reviendra sur cette thématique des zones, des aires protégées, parce que Vincent a beaucoup de choses aussi à nous raconter sur tout le travail qu'il a fait en dehors de ces zones protégées avec les chimpanzés. S'il revient, ça sera super. Je voudrais qu'on revienne, Jean-François Guégan, le temps qu'on ait rétabli le lien avec Abidjan, sur ce thème de la recherche en temps de crise. On a parlé avec Éric D'Hortensio. Nous pouvons voir avec la maladie du Covid qu'on a l'impression, en fait, de la même manière qu'à une époque, il y avait un critique de cinéma derrière tous les Français, c'était la phrase de François Truffaut, on a l'impression qu'il y a un chercheur et un spécialiste des maladies infectieuses derrière tous les médecins. Vous faites part de ce qui s'est passé durant la Covid. Moi-même, je l'ai vécu. Alors, je ne suis pas médecin, mais je suis épidémiologiste, je travaille beaucoup en santé publique. Donc, effectivement, moi-même, sur mon sujet, j'ai aussi vu 67 millions de Français et connaître plus que les 5 ou 6 personnes qui sont vraiment spécialisées sur les problèmes donc, de biodiversité, dégradation des habitats au travers du développement d'une agriculture, et puis des risques infectieux émergents nouveaux. Alors ça c'est assez typiquement français. Donc ça aussi a contribué beaucoup à mon départ de certains conseils scientifiques, parce que moi, c'est ce que j'appelle le syndrome des ponts et chaussées. Alors, c'est pas de l'école, de l'ancienne école nationale des ponts et chaussées, mais tout simplement lorsque vous êtes sur une route, vous avez 2 ou 3 personnes qui travaillent à boucher le trou sur la route, et puis vous avez plusieurs personnes, et bien plus que celles qui travaillent, à discuter. Donc ça, c'est typiquement français. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui m'énerve considérablement, parce que justement, pour revenir sur le thème changement climatique et santé, et en particulier maladies infectieuses, vous avez extrêmement peu de spécialistes en France. Et donc, finalement, ce sujet, comme beaucoup d'autres, sont devenus des thématiques très valises en question, dans lesquelles on va tout mettre. Et puis, on va surtout plus parler de changement climatique. Vous voyez, donc moi, je trouve ça extrêmement dérangeant. Toutes les faunes et les flores ont connu des mouvements de migration plus au nord, à la faveur de périodes interglaciaires et à la faveur de périodes glaciaires où il faisait beaucoup plus froid. Les animaux et les plantes qui avaient les facultés à se déplacer ou à se disperser, descendaient vers le sud. Et celles qui ne pouvaient pas le faire étaient piégées et en mouraient. Et c'est comme ça qu'on explique aujourd'hui la distribution des faunes et des flores. Donc le climat a une importance dans la distribution des faunes et des flores, mais aussi des microbes et des agents pathogènes qu'ils transportent, évidemment. Mais de l'autre côté du continuum, si vous résumez votre recherche à ne travailler qu'au laboratoire et par la biologie moléculaire, vous allez révéler aussi, et bien entendu, des résultats fantastiques et incroyables.
mais ces résultats fantastiques et très surprenants pour certains d'entre eux seront vrais à ces échelles. Et si vous sortez ces objets d'étude du laboratoire ou de la boîte de pétri et que vous les mettez en confrontation avec d'autres déterminants qui sont dans les systèmes, et on voit bien avec la Covid-19 et la transmission du virus qui en est responsable, combien on sort aujourd'hui de la biologie finalement, sauf pour la recherche vaccinale, et que les comportements humains, les comportements de regroupement ont une importance exceptionnelle dans la dispersion du virus, mais aussi, et on peut tous l'espérer, parce que nous sommes tous acteurs de la construction des agents infectieux et de leur circulation. Donc c'est en moi la fibre de la santé publique là, qui résonne. Nous avons aussi les moyens de freiner, bien entendu, cette dispersion du virus. Nous allons voir donc, si… à chaque niveau d'échelle apparaissent des déterminants qui sont vrais à ce niveau d'échelle. Le problème de la recherche aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre en regard ces différents déterminants entre eux, ce qu'on appelle dans ma discipline des transferts d'échelle, pour essayer de faire une relativisation de l'importance de chacun dans une approche comparative et de voir lesquels sont les plus importants par rapport à d'autres. Nous allons voir si à Abidjan, on a rétabli le lien. Vous êtes là, Vincent Leblanc? Est-ce que Vincent, vous nous entendez? On vous entend. Tant mieux. Vous nous entendez bien? Bon, on peut peut-être continuer notre discussion qui était fort intéressante, surtout ce travail autour des zones protégées, des zones tampons. Si vous m'entendez, j'aurais voulu que vous évoquiez ces travaux que vous avez menés en Guinée, parce que vous avez beaucoup travaillé vous, sur l'interaction entre les chimpanzés, les singes et leur environnement, et vous avez, pour les suivre, quitté les zones protégées. J'aimerais que vous reveniez sur cette expérience. Oui, en effet, j'ai choisi, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, de travailler initialement le plus loin possible des aires protégées, pour la simple raison que l'espèce animale à laquelle je m'intéressais le plus, le chimpanzé, vit majoritairement en dehors de ce type d'espace, à l'exception de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, qui est un cas particulier, puisque le développement économique des zones rurales du sud du pays y est axé sur les monocultures d'exportation, café, cacao et EVA, qui ne permettent pas aux grands mammifères d'habiter dans ces espaces. Et donc, en Guinée, en revanche, mais aussi en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, dans des pays voisins, c'est un autre type d'agriculture qui existe, qui est une agriculture cette fois-ci non pas productrice de denrées rémunératrices, mais de subsistance, c'est-à-dire que les agriculteurs fabriquent, produisent leur propre alimentation, éventuellement un peu pour la vente également, au moyen d'un autre type de système agricole qui est de l'agriculture sur brûlis dite à révolution, c'est-à-dire qui porte une phase d'abord de mise en culture, d'ensemencement et de mise en culture de la terre, puis ensuite d'abandon de la terre une fois que les récoltes sont effectuées, afin qu'elles puissent retourner à la jachère. Il y a donc un cycle d'exploitation du terroir qui suppose une révolution à l'échelle du terroir de ces espaces cultivés. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce type de contexte, c'est des résultats de ces travaux. Nous sommes à nouveau coupés. Éric d'Hortensio, vous êtes là? On va peut-être… Oui, je suis là. Oui. Les virus circulent beaucoup mieux entre nous que les duplex, hein, quand même. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Justement, comme vous dites en ce moment, et on va voir si peut-être on peut commencer à prendre des questions du public. Est-ce que, qu'en est-il en fait de ce virus, du Covid, qui tire finalement la couverture un peu à lui? Est-ce que ça a des retentissements dans la recherche? Est-ce que finalement, il y a quelques années, je dis ça parce qu'il y a une vingtaine d'années,
on travaillait plutôt sur le VIH, on travaillait plutôt sur d'autres phénomènes. Et on laissait un peu de côté tous ces coronavirus en disant, oui, bon, ça, on risque rien, d'accord ? Est-ce que finalement, ce n'est pas la revanche un peu de ce coronavirus qui a été longtemps négligé au profit d'autres types de maladies infectieuses et est-ce que finalement, on n'observe pas un ralentissement du coup de la recherche concernant d'autres maladies infectieuses qui sont pourtant là et de plus en plus actives? Oui, oui, mais vous avez raison, parce que SARS-CoV-1, je dirais, c'est 2003. C'est son nom de code. C'était 2003, Ouais. donc ça fait 17 ans. MERS-CoV, c'est 2012, si mes souvenirs sont bons. Et donc, c'est la même famille de ce SARS-CoV-2. Donc, effectivement, les recherches ont été au ralenti depuis ces années, puisque on voit bien avec l'émergence du SARS-CoV-2 qu'on a dû finalement partir du début en ce qui concerne les traitements, les vaccins, voire les tests diagnostiques, etc. Alors même s'il y a des différences, mais en ce qui concerne la recherche fondamentale, et ça a été dit, il y a eu probablement des manques de financement de la recherche fondamentale sur les coronavirus qui font qu'on a pris du retard sur la connaissance, effectivement. Donc, le problème des épidémies, c'est qu'il va y avoir de l'argent au moment de l'épidémie et ensuite, ça va se couper. Donc, c'est sur ça sur lequel on est en train de travailler actuellement pour pouvoir pérenniser les financements à la fin des épidémies, parce que ce n'est pas parce qu'une épidémie s'arrête que le besoin de connaissances sur la pathologie s'arrête également. Non, en fait, ça continue. Il y a des cohortes parfois qui sont mises en place qu'il faut pérenniser. Et donc, il y a un enjeu considérable de la recherche après, je dirais, l'épidémie dans les zones. Et donc, j'espère qu'avec là, ce coronavirus, que la situation va s'améliorer. On a des bonnes nouvelles côté vaccin, en tout cas des bonnes nouvelles côté communiqué de presse de la part des firmes pharmaceutiques, parce qu'on n'a pas encore les articles scientifiques qui vont avec, mais ça devrait venir. J'espère que voilà, si on arrive à sortir prochainement là, de cette pandémie, la recherche sur les maladies infectieuses émergentes, et c'est notre but, continue en intercrise pour mieux faire face aux émergences. Merci. Brahma Kone, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Est-ce que, Vincent, vous m'entendez aussi? Oui, je vous entends. Je reviendrai, alors, vous l'avez peut-être compris, mais on a été, enfin voilà, vous arriviez chez nous remixé en fait, vous voyez, un peu sous forme de slam. C'était, bon, apparemment là ça a été rétabli. Je reviendrai tout à l'heure, Vincent Leblanc, vous voir parce que j'aimerais que vous me parliez, j'ai trouvé ça très joli l'autre jour, des baobabs et des manguiers des jeunes mariés. Mais je vais quand même donner un peu la parole à Brahma Kone. Bonsoir, rebonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur. Votre domaine d'expertise, de recherche sont les eaux, l'hygiène, l'assainissement et la santé publique à l'université de Corcogo, je l'avais dit, au Centre suisse de recherche scientifique également en Côte d'Ivoire. Et vous êtes sous-directeur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Abidjan. Dites-moi un peu, vous vous êtes présenté ainsi, vous dites, moi, je suis un épidémiologue de l'environnement. Oui. Dites-moi un peu en quoi ça consiste et quel lien on peut établir avec les causes environnementales de nos maladies émergentes. Alors, l'épidémiologie, à la base, c'est l'étude des causes de maladies. Donc, l'épidémiologie de l'environnement focalise un peu plus sur les causes environnementales qui expliquent les maladies. Donc, voilà, en deux mots comme en un, ce qu'on peut retenir de l'épidémiologie de l'environnement. Qu'est-ce que vous observez et qu'est-ce que vous avez observé notamment autour du paludisme, par exemple?
Alors, au cours des 4-5 dernières années, nous avons eu à conduire un projet financé par l'Organisation mondiale de la santé sur la transmission du paludisme et des bilharzioses le long de la bande du Sahel. Donc, nous avons regardé au sud de la bande du Sahel, qui constitue un peu la partie nord de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Korogo. Et nous avons regardé au nord de la bande du Sahel, dans la ville de Kaedi, qui est une ville au sud de la Mauritanie, située le long du fleuve Sénégal. Alors, je voudrais un peu rapidement, dans ce cadre-là, revenir sur ce que disait M. Guigan dans le début. J'allais justement vous en parler. J'imagine quand il évoquait la confusion qui était souvent faite entre variabilité climatique et changement climatique, c'est ça? Exactement, exactement. Oui. Exactement, parce que nous avons ce souci pédagogique, il est toujours bon d'insister sur ces questions, parce que c'est une émission grand public. La notion du changement climatique auprès des acteurs du climat, auprès des gens qui travaillent sur le climat, c'est un changement constant observé au bout d'une trentaine d'années. Et lorsque ce changement, dans la dynamique des variables météorologiques, que sont la température, que sont la précipitation, lorsque ces tendances à l'élévation ou à la baisse sont observées sur une durée d'au moins 30 ans, on commence à parler de changement climatique. Mais en réalité, cette tendance, dans une direction donnée, qu'il s'agisse de la haute ou de la baisse, sur une trentaine d'années, s'accompagne de ce qui en fait affecte réellement la santé et le bien-être des communautés. Ça s'accompagne d'une grande variabilité climatique. Donc, en même temps qu'on peut observer une baisse de la pluviométrie sur 30 ans, on observe une forte variabilité inter- et intra-annuelle. Il peut ne pas pleuvoir pendant 2 ans, et la troisième année, nous avons des pluies très intenses qui sont caractéristiques de ce changement global qu'on observe et qui s'exprime annuellement à travers cette forte variabilité. Et c'est cette forte variabilité justement qui affecte beaucoup les problèmes de santé, qu'il s'agisse bien de l'agriculture ou des maladies vectorielles. C'est cette forte variabilité qui affecte donc la dynamique des problèmes de santé. Alors, cela étant dit, pour revenir à la question du paludisme, l'une des choses que nous avons observées, par exemple, c'est qu'au nord de la Côte d'Ivoire, donc au sud de la bande du Sahel, évidemment, le paludisme est connu en Côte d'Ivoire pour être une maladie endémique. Mais au-delà de cette endémicité, nous avons des pics épidémiques qui, eux, sont rattachés à la saisonnalité. Évidemment, les pics épidémiologiques au nord de la Côte d'Ivoire rattachés à la saisonnalité font qu'en saison de pluie, nous avons beaucoup plus de paludisme qu'en période de saison sèche. Ce qui, à contrario, au niveau de la Mauritanie, au sud de la bande du Sahel, n'est pas la même chose qui est observée. Nous avons plutôt observé en Mauritanie qu'en saison sèche, nous avons plus de cas de paludisme qu'en saison de pluie. Et pourquoi? Et c'est là que la dynamique sociale, sociologique est importante à intégrer là-dedans. Ce que nous avons observé en Mauritanie, c'est que alors qu'on a moins de moustiques en saison sèche, mais il fait tellement chaud en saison sèche que la pratique, c'est systématiquement de dormir hors des maisons. Du coup, les quelques moustiques qu'il y a ont plus de personnes à piquer. Donc, nous avons plus de cas de paludisme en Mauritanie en saison sèche, dans cette ville de Kaedi, le long du fleuve Sénégal, alors que dans des zones endémiques comme la Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire à Korogo, la saison sèche s'accompagne de pics épidémiques dans une dynamique endémique. Donc, voilà un peu ce à quoi nous sommes arrivés et qui explique un peu comment est-ce que cette variabilité du climat et des paramètres météorologiques peut donc affecter la dynamique d'une maladie comme le paludisme. Vous faisiez allusion, quand on a préparé cette conférence ensemble, à ces inondations violentes en 2007-2008 en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Et à la surprise, en fait, et à la difficulté qu'on a justement à s'adapter à ces variabilités, à ces variables. Tout à fait. Alors, l'une des choses qui a été observée toujours en rapport avec cette notion du changement climatique, cette dynamique du changement climatique dans la sous-région ouest africaine, depuis les années 70,
jusqu'aux années 2000. Lorsqu'on regarde la dynamique de la pluviométrie et de la température, les indices pluviométriques de 70 à 2000, comparés aux indices pluviométriques de la période 40 à 70, on voit bien qu'il y a une baisse de la pluviométrie sur la période 70 à 2000 comparée à la période 40 à 70 et une élévation de la température. Par contre, depuis les années 2000, on a une sorte de récupération pluviométrique. Mais cette récupération pluviométrique, donc cette récupération en termes d'intensité de la pluie, en termes de volume de pluie tombé par an, s'accompagne d'une très forte variabilité. Donc, depuis les années 2000, on a commencé 2002, 2003, 2004, une intense sécheresse dans la sous-région ouest africaine. Et les années 2005, 2006 et 2007 ont été caractérisées par des pluies très intenses qui ont provoqué des inondations et des morts dans toute la sous-région ouest africaine. Ça a été suffisamment documenté par OCHA, l'Organisme des Nations Unies, OCHA. Vous verrez, il y a des cartes qui ont été faites, qui existent sur la toile, où on voit bien que dans la sous-région ouest africaine, notamment dans le cas de la Côte d'Ivoire, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Togo, tous ces pays ont connu des inondations dans la période 2006-2007, accompagnées de nombreux décès. Vous disiez que la population de Côte d'Ivoire avait cette impression, alors pas tout à fait de la même manière que dans les villes, que dans les campagnes, mais que quelque chose n'était plus comme avant. C'était au niveau de la sensation. Alors, il y a différentes façons d'aborder ces questions environnementales selon les traditions, les cultures, les représentations. Vincent Leblanc en a un peu parlé. Mais sans être... il y a cette sensation-là en Afrique, que les choses ne sont plus comme avant. Et plutôt, vous disiez, dans les zones rurales. Alors oui, dans les zones rurales, nous disions lors de cet échange-là que les zones rurales sont les zones où la conscience de quelque chose ne va plus est le plus observée. Pourquoi? Parce que les zones rurales vivent fondamentalement d'agriculture. Et l'une des choses qui conditionnent l'agriculture, c'est la disponibilité d'eau, la saison des pluies. Donc, dès que vous arrivez en milieu rural, quel que soit l'âge de la personne, dès lors qu'elle est en âge d'aller au champ, elle sait que quelque chose n'est plus comme avant. Parce qu'elle en a entendu parler auprès de ses parents. Pour ceux qui sont plus âgés, ils savent que quelque chose n'est plus comme avant, parce qu'ils avaient une manière d'observer à partir de certains indicateurs environnementaux. Ils savaient que c'était la période de labour. C'était la période des semis. Et ce qu'ils observent maintenant, c'est que les premiers qu'ils observent, les premiers... Une petite question pour vous deux, Éric d'Hortensio et Jean-François Guégan. Pensez-vous que, on sait que la France s'est énormément urbanisée ces 40 dernières années, pensez-vous que cette urbanisation puisse avoir un impact sur notre perception individuelle des changements environnementaux? Je vais peut-être laisser d'abord répondre Jean-François Guégan et Éric d'Hortensio, vous me direz si vous avez quelque chose à rajouter à ce sujet. C'est-à-dire, vous voulez dire une perte de mémoire, ou voire même de mémoire, oui, de notre existence à tous et toutes rurales, en fait, c'est ça? De mémoire et de conscience, finalement, environnementale, et peut-être aussi d'idées préconçues, parce que finalement, peut-être que voilà, les rats des villes que nous sommes n'ont pas tout à fait conscience de ce que sont les bonnes pratiques des rats des champs par rapport à l'environnement. Oui, je pense qu'il y a une perte de repères, mais la perte de repères s'est construite aussi avec nos modes de nutrition, dans la mesure où la globalisation, très très tôt, vous a permis de manger des tomates à toute saison, donc ça commence aussi par là, cette perte de repères. Elle est importante certainement à reconstruire, mais je voulais revenir un instant là, donc je vous fais comme un homme politique finalement ce soir, c'est-à-dire de revenir sur les questions, parce que je voulais juste à préciser certaines choses. En Guyane française, où je travaille depuis 20 ans, je travaille aussi en Afrique pour nos collègues de Côte d'Ivoire, je connais très bien la Côte d'Ivoire.
En Guyane française, on a travaillé sur justement la contribution du climat, de la variabilité climatique et puis du changement climatique qui marque aujourd'hui l'espace guyanais sur 4 pathologies infectieuses. On est en train de terminer un article de synthèse. On est 35 auteurs et dont je suis l'un des 2 auteurs principaux. Donc, il s'agit de leishmaniose, de la dengue, de paludisme et le ulcère de Buruli, qui est une infection cutanée qui est présente sur un territoire français, mais dont souffrent beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Eh bien, l'explication qui est donnée finalement en termes de nombre de cas par le climat, la variabilité climatique, le changement climatique, est de l'ordre de 4 à 15% explicative en nombre de cas. Donc, il reste à expliquer, vous voyez, le complémentaire qui est énorme et qui est dû à d'autres déterminants. Ce que l'on observe, c'est que la fréquence des épidémies pour ces 4 pathologies infectieuses humaines donc qui affectent la population guyanaise, les épidémies sont plus fréquentes. Donc, l'explication du rôle du changement climatique qui intervient, elle est moins en termes de nombre de cas, vous voyez ce que je veux dire, donc contribue moins aux épanchements épidémiques et beaucoup plus dans la fréquence d'apparition des événements. Et pour revenir à votre question, oui, effectivement, mais je ne l'avais pas anticipé, votre question. C'est pour le moment tout ce que j'ai à vous dire. Dites-moi, j'ai une autre question à vous poser. Je vais d'abord la poser à Éric d'Hortensio. Pensez-vous qu'il faille, c'est une question qui nous a été posée par notre public zoomesque, pensez-vous qu'il faille dissocier le savoir sur les agents infectieux, ces fameux agents pathogènes au nom de codes précieux, et le savoir sur les traitements des maladies causées par ces agents? En fait, c'est lié, c'est-à-dire qu'il y a de la recherche qui va se faire sur l'agent pathogène en lui-même, sur le virus, pour bien comprendre comment ce virus se transmet, comment il infecte l'homme ou les animaux, comment il se multiplie, et la recherche de traitement qui va être de la recherche clinique, qui va évaluer des différents traitements. Donc, sur une émergence, il est important de balayer évidemment la connaissance du virus à la maladie. Et donc, oui, bien sûr qu'il faut lier tout ça pour mieux appréhender la pathologie et son traitement, voire sa prévention. Donc, c'est très, très important. On le voit avec Covid actuellement. Donc, il y a beaucoup d'études sur la recherche fondamentale, sur le virus, sur l'immunité que confère le virus. On n'a pas encore bien compris toutes les subtilités, mais c'est important de bien comprendre l'immunité, notamment pour la vaccination qui va suivre derrière, pour les mesures de prévention, pour le traitement. Oui, il y a un continuum. Jean-François Guégan, je vous voyais opiner du chef. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, mais ce qu'on a aussi oublié, et en particulier la médecine, alors Vincent Leblanc parlait de brûlis, etc. Je pense que c'est un facteur extrêmement important pour l'aérosolisation, bien entendu, de particules de poussière, mais aussi de microbes qui sont contenus dans la terre, dans la rhizosphère des plantes, qui pour moi est un réservoir puissant à nouvelles infections, qui aujourd'hui peut imaginer que les mycobactéries, dont celles responsables de la lèpre ou de la tuberculose, leur origine, ce sont les marécages, et en particulier pour la tuberculose, le germe responsable qui est une mycobactérie, ce sont les tourbières. Et donc, il y a bien un lien entre les premières exploitations par l'humain des tourbières et puis il se récupère un microbe qui devient un agent pathogènes. Il y a beaucoup d'exemples de ces situations-là. La mycobactérie sur laquelle je travaille, qui est responsable de l'ulcère de Buruli, elle est contractée dans les marécages, mais aujourd'hui dans les rizières, parce que rien ne mime plus qu'un marécage, qu'une rizière finalement. Il y a très peu d'oxygène, il n'y a pas de courant. C'est parfait pour l'installation de ces microbes. Et donc en Côte d'Ivoire, pour en revenir à ce pays, la zone la plus affectée, la zone centrale, où se pratique et se développe la riziculture. Et donc il y a bien un lien entre la modification des espaces naturels, notamment pour le développement d'une agriculture et de l'élevage, et l'apparition de germes microbiens qui deviennent
les agents pathogènes, parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire, depuis le néolithique jusqu'à l'actuel. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui avec un ensemble d'agents infectieux, c'est uniquement une reproduction de ce qui s'est passé dans l'histoire épidémiologique des infections. Les agents pathogènes, encore une fois, sont une co-construction de nos pratiques, de nos organisations, de nos développements, aujourd'hui de l'altération des grands biomes, notamment des grands biomes forestiers pour le développement d'une agriculture. On le sait très bien en Indonésie avec le développement et la destruction des pratiques forestiers pour le développement des palmiers à huile de palme. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun, pour la même raison. On le sait très bien. On sait aujourd'hui que la déforestation en Amazonie, sur lequel j'interviens et je travaille, j'ai d'ailleurs publié, a contribué ces derniers temps, c'est-à-dire ces dernières années, à 30% d'augmentation des cas de paludisme, notamment. À Abidjan, est-ce que nous avons des questions dans le public, par exemple? Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que Brahma Kone, vous êtes revenu, donc vous nous entendez bien? Oui, on vous entend, oui. Bon, parfait. Jean-François Guégan évoquait en ce moment la recrudescence de paludisme dans certaines régions. Je disais, est-ce que par hasard, vous auriez des questions dans le public, dans votre public? Oui, il y en a, oui. Alors, très bien. On va les prendre et vous laisser y répondre dans un premier temps. Alors, bonsoir, j'ai une petite question. On a beaucoup parlé de variabilité climatique, on a beaucoup parlé de virus, d'agents pathogènes. On a très peu parlé dans l'action humaine, de l'action publique et de l'effet des politiques de santé sur l'incidence des maladies dont on a parlé. Je voudrais que nos intervenants disent quand même un mot, parce que pour le palud, par exemple, je sais qu'il y a eu en gros une baisse de l'incidence du palud dans une série de pays africains et que c'est aussi lié à l'action publique et pas seulement. On a très peu parlé alors des politiques de santé publique. Éric D'Hortensio, peut-être? Oui, alors effectivement, peut-être qu'on peut dire un mot sur la prévention. C'est vrai que si on prend l'exemple de la France, on l'a vu avec la crise Covid notamment, on est très porté sur le soin et peut-être beaucoup moins sur la prévention des maladies. On a peut-être aussi oublié ce qu'étaient les maladies infectieuses. Quand vous dites oublier, c'est intéressant parce que c'est peut-être aussi un des ennemis que nous avons à combattre dans cette prévention, c'est l'amnésie, parce que il y a eu quand même des cas de pandémie violente ces 100 dernières années, et on a l'impression finalement qu'on oublie. Là, on est en pleine pandémie. 2020, on a l'impression qu'on saura toute notre vie que ça a été une année très spéciale. Mais pourtant, il y a eu 57, il y a eu d'autres années marquées par des pandémies, et on les a oubliées apparemment. Oui, alors il y a dans les pays, je dirais, du Nord, comme en Europe, il y a une amnésie de ces maladies infectieuses parce que justement, on a pu, grâce à la vaccination, éliminer, voire diminuer en incidence la plupart des maladies infectieuses, que ce soit des maladies comme la variole, la poliomyélite, qui sont devenues éradiquées pour ce qui concerne la variole, anecdotiques pour ce qui concerne la poliomyélite en Europe, et des maladies comme la rougeole, où grâce à la vaccination, on a quand même diminué l'incidence. Par cette diminution, les citoyens ont probablement cette amnésie de la maladie infectieuse, et ça joue aussi probablement sur sur l'hésitation vaccinale à laquelle on assiste actuellement, avec les stratégies de vaccination contre la Covid qui se préparent. Et donc, c'est bien de mettre en perspective les pays en Afrique, les pays en Asie, où des maladies infectieuses font encore de nombreuses victimes, et que les gens voient que cette vaccination est essentielle pour diminuer l'incidence des maladies. Donc,
il y a tout un travail à faire sur cette hésitation vaccinale pour justement restaurer la mémoire des maladies infectieuses sur ces émergences. La mémoire des Est-ce que maladies infectieuses, Jean-François Guégan, qu'est-ce que ça veut Oui, dire? justement, je voulais réagir sur les propos d'Éric. On a aussi oublié, et je pense que c'est extrêmement important, on a une difficulté en France de faire, enfin, d'abord les premières disciplines que l'on supprime dans les enseignements, c'est de l'histoire des sciences, Oui. l'épistémologie, la philosophie des sciences, et moi je trouve ça malheureux, en fait. Savez-vous que la dernière épidémie de variole en France, elle est en 57 et en 58? Et elle se trouve dans le Morbihan, dans la région de Vannes, d'où je suis originaire, parce que le virus s'est amené dans ce département par les troupes militaires que l'on a généralement hébergées à Vannes et à Lorient, et qui sont celles aussi qu'on trouve dans certains territoires et pays africains. Et le virus va apparaître comme ça. C'est incroyable de voir et d'apprendre, mon père l'a lui-même vécu cette période, combien la population a été sage, très respectueuse des recommandations, alors qu'on est à un niveau de gravité du virus beaucoup plus importante que celle du Covid-19, par exemple. Et c'est un virus qui se propage beaucoup plus. Donc c'est aussi une recommandation, ça fait partie du phénomène de co-construction. Nous sommes aussi responsables, quelque part, des maladies à la fois qu'on héberge, enfin des agents infectieux, pardon, qu'on héberge, qu'on transporte, qu'on véhicule et qu'on disperse, en quelque sorte. Donc le premier raisonnement qu'il faut avoir, bien entendu, c'est finalement d'écouter toutes les mesures et de les respecter, toutes les mesures qui sont conseillées par des spécialistes. Moi-même, quand je monte dans un avion comme un Boeing 777 pour me rendre à Abidjan, par exemple, pour aller voir mes collègues et amis, je ne vais pas, lorsque je monte sur la passerelle et j'arrive au niveau de l'avion, je ne me dirige pas vers la gauche pour discuter avec le commandant de bord, à savoir, parce que j'apprécierais qu'il décolle à 298 km/h et pas à 273. Quand je rentre dans un avion, j'estime que c'est de sa responsabilité, c'est lui qui est le plus compétent, donc je passe directement à droite et je m'installe sur un siège et je lui fais confiance. Cette confiance qui est importante. Je vais revenir Bien sur sûr. quelque chose que vous disiez. Vous déploriez la cessation, l'arrêt de certaines disciplines qu'on n'apprend plus et qui seraient très importantes. Et je rebondis grâce à une question qui a été posée sur YouTube sur finalement cette idée aussi de est-ce qu'on ne pourrait pas créer un organisme de recherche pluridisciplinaire sur les changements climatiques, justement, vis-à-vis de la santé humaine, où on en est de ce point de vue qui, je crois, est celui du professeur Sicard. Alors vous me posez la question, donc Jean-François et à Éric aussi. Je suis membre du Comité national français sur les changements globaux. Alors, généralement, on inclut les changements climatiques dans ce qu'on appelle aujourd'hui les changements globaux, tellement il est difficile de voir les effets de l'un sur l'autre et sur la santé humaine, parce que vous voyez, l'ensemble est un peu imbriqué. C'est difficile aujourd'hui de sortir le changement climatique finalement de la boîte un peu plus complexe de différents changements globaux qui sont en train de se réaliser sous nos yeux. Alors, oui, j'ai entendu cette interview, effectivement, mais à chaque fois qu'on essaie de construire quelque chose en France de nouveau, chacun des instituts essaie de le récupérer. Et on n'a pas ce degré de réactivité par rapport à nos collègues anglo-saxons, les collègues anglo-saxons. Alors, je n'admire pas tout à fait le système non plus anglo-saxon, parce qu'il est terrible, et notamment, il est terrible pour les plus anciens, mais ce que j'apprécie, c'est une forme de réactivité quand même assez exceptionnelle à construire de nouvelles institutions. Et chez les Britanniques, c'est un peu aussi la même chose qui se passe. Et on a cette difficulté en France à finalement se poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas renouveler nos systèmes, reconstruire de nouvelles choses sur l'existant, effectivement. Alors, pour revenir sur un institut dédié au changement climatique et santé. Alors, très sincèrement, je ne sais pas, il y a beaucoup d'activités qui se font sur ce sujet, mais et ce n'est pas moi qui en prendrai ni la responsabilité ni la décision, c'est d'un autre ordre. N'empêche que le problème des maladies infectieuses émergentes, il est plurifactoriel et il nécessite vraiment une
une réflexion au plus haut niveau de l'État quant à développer certainement quelque chose, je dis bien quelque chose, pas forcément une institution, dédiée à ces sujets majeurs. Éric d'Hortension, un mot à ce sujet? Oui, moi je suis assez d'accord avec Jean-François. Il ne s'agit pas de créer de nouveau quelque chose spécifique, alors qu'on pourrait peut-être avoir un environnement plus transversal et moins vertical de l'approche sur les maladies infectieuses. Donc, ce qui est important, c'est d'appréhender dans la globalité le problème des maladies infectieuses pour mieux les comprendre. Et donc, la multidisciplinarité, le multi-institutionnalisme est clé. Donc, voilà, moi, je suis plutôt d'avis de ce genre de construction. Après, pourquoi pas, mais voilà, je suis assez réservé. Vous l'avez dit, hein, les facteurs, enfin les causes sont multifactorielles hein, quand on parle d'émergence de maladies infectieuses. Mais pour revenir, parce que j'ai deux questions finalement qui sont assez liées, qui sont posées sur YouTube. Est-ce que, premièrement, deux questions qui sont liées au réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut finalement, à la faveur du réchauffement climatique, voir émerger des agents pathogènes dans les régions les plus froides, d'accord, en tout cas pas les plus froides, mais plus froides, et voir peut-être ces agents pathogènes disparaître dans les régions plus chaudes? Ça, c'est la première question. Et une autre question qui est liée, on pense entre autres hein, au réchauffement climatique qui a entraîné la fonte du pergélisol dans les régions boréales, et qui ont laissé émerger des virus qui étaient assoupis depuis des milliers d'années. Voilà, pour ces deux questions, je vous laisse répondre, Jean-François, et puis ensuite Éric, et puis nous verrons à Abidjan si nous avons rétabli contact et si nous avons des questions. Alors, sur cette question, notamment sur ce qu'on appelle le permafrost, et puis le fait qu'avec le réchauffement climatique, les zones de toundra et de taïga dans le Grand Nord puissent dégeler et puis remettre en suspension, aérosilisation des germes microbiens que les tourbières peuvent contenir ou les animaux, les cadavres peuvent contenir et dont ils seraient d'ailleurs morts, hein, comme c'est une explication à l'extinction de certaines espèces en particulier, hein, les agents pathogènes, finalement se réveiller et être réinfectants. Oui, bien entendu, il se trouve, bon, je connais bien la personne en France qui travaille sur ces sujets-là, mais je trouve qu'il y a tout de même un côté sensationnaliste. Par exemple, on sait très bien, il y a eu des articles, il y a des articles qui l'ont très bien démontré qu'effectivement, il y avait en quelque sorte des réveils de bactéries causant ce qu'on appelle la maladie du charbon et exterminant des individus de mammifères ruminants présents dans ces zones-là. Mais 100 km plus loin, ces mêmes animaux meurent aussi de cette maladie ou d'autres sans qu'il y ait eu un réveil du permafrost. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a aussi des sujets qui sont beaucoup plus préoccupants en mon sens. Par exemple, l'OMS, on se prépare en épidémiologie, infectiologie. On se préparait d'ailleurs à une autre pandémie qui est due à une grippe aviaire. Alors les grippes aviaires, un taux de létalité bien plus important que d'autres, et en particulier la Covid. Donc, que feront nos systèmes par rapport à un agent pathogène circulant bien plus, je dirais, monstrueux que celui auquel nous devons faire face? Donc, ça, c'est une question essentielle. Est-ce que nos systèmes sont préparés? Donc, il se trouve que ma dernière étudiante de master a fait son stage à l'OMS exactement sur ce sujet, l'état de préparation des États à la prochaine pandémie de type aviaire. Et je peux vous assurer que les analyses statistiques qu'on a conduites, hein, que j'ai menées d'ailleurs, nous révèlent non pas à la fois que nous sommes préparés et que nous ne sommes pas préparés, c'est qu'on ne dispose pas des données pour pouvoir le dire. Et je trouve ça assez dramatique. C'est-à-dire qu'on est dans des situations, à mon avis, où on pense avoir, on pense connaître, et on est certain d'avoir ou de connaître. On n'a certainement pas misé suffisamment sur justement la recherche, comme le disait Éric, la recherche théorique. Mais en tout cas, on pense à chaque fois savoir, connaître, savoir faire, etc. Et on voit bien
C'est difficile sur ces éléments émergentiels où la recherche a besoin d'apprendre en fait et d'engranger aussi de l'information et des données. On voit bien toutes les controverses qu'il y a pu y avoir et qui pour moi aussi sont très catastrophiques en termes de confiance que le public peut accorder à la recherche. C'est important de redresser ça, je pense. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr que cette tempête médiatique de ces derniers mois ont fait beaucoup de mal sur la crédibilité des scientifiques. D'ailleurs, les sondages attestent. Les scientifiques en lesquels on avait toute confiance sont de plus en plus sujets à défiance, comme nos institutions d'ailleurs, et d'autres spécialistes. On va aller à Abidjan parce que on est tous absolument désolés de ne pas les avoir avec nous. Abidjan, est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend toujours. Alors, pour tout vous dire, j'espère largement que vous avez eu le temps de dialoguer avec votre auditoire, qui est là, en chair et en os, contrairement à chez nous, où, bon, on est très, très virtuel. J'espère que vous avez reçu des questions de votre auditoire et que vous avez pu leur répondre, parce qu'on a été privé des réponses, mais malgré tout, ça n'a pas, j'espère que ça n'a pas nuit à votre soirée avec votre public. Dites-moi. Alors, je pense qu'il y avait cette question de M. Boko sur ce qui était fait au niveau des décideurs de pouvoir public. Je crois que depuis Paris, nos deux collègues qui sont essayés d'apporter leur regard là-dessus. Pour ce qui concerne nos pays africains notamment, pour parler plus spécifiquement de la Côte d'Ivoire, il y a véritablement un besoin de renforcer la collaboration multisectorielle. Oui, ça c'est quelque chose c'est fondamental. Vous avez, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, par exemple, le ministère de la Santé qui fait ce qu'il peut, qui fait le maximum, mais lorsqu'on sait que les causes de la maladie sont principalement environnementales, liées au cadre de vie, la question qu'on en doit se poser, c'est quelle est la connexion entre le ministère de la Santé et le ministère en charge de la salubrité pour faire face ensemble à la question du paludisme. Et dès qu'on arrive à ce stade, c'est là que se trouve le défi, malgré la déclaration de Libreville de 2018, elle peine à avoir une mise en œuvre effective dans les pays africains. Et j'ai envie de dire spécifiquement pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a encore un défi dans la mise en œuvre de la déclaration de Libreville. C'est vraiment désolant de ne pas pouvoir converser mieux avec Abidjan parce que c'était vraiment, je vous ai tous eu, on a tous ensemble préparé la conférence et je sais que vraiment à la fois Brahma Koné et Vincent Leblanc avaient des choses passionnantes à nous raconter, mais je crois hélas qu'on va devoir rester encore un peu quelques minutes entre nous et c'est vraiment désolant, mais c'est ainsi. J'aurais vraiment voulu d'ailleurs que Vincent Leblanc nous raconte l'histoire des baobabs et des manguiers des jeunes mariés. Je ne peux pas la raconter à sa place parce que c'est vraiment très joli. D'ici 2 ou 3 minutes, vous pouvez réessayer. Oui, on verra, mais en fait, enfin, voilà, on les entend un peu, je pense que vous entendez comme moi, un peu comme ça. Oui, absolument. Tout à fait. Donc voilà, on est entre nous. Vous parliez, je pensais à quelque chose quand je vous entendais parler du fait qu'on ne sait pas. Je me demandais si finalement, dans ces moments de crise, dans ces moments anxiogènes pour beaucoup de personnes, est-ce que c'est finalement pas difficile pour un médecin, un chercheur, de pouvoir assumer le fait de dire « je ne sais pas ». Ce que je veux dire, c'est que quand on va chez un médecin, quand on va consulter, on attend quand même à avoir un diagnostic qui tombe. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, alors plus chez les médecins que dans la recherche, parce que la recherche, encore autre chose, mais est-ce que finalement dire « je ne sais pas », c'est pas quelque chose qui est difficile, surtout dans ces moments où on attend à ce moment-là des réponses et des éclairages. Et voilà, Eric, et puis peut-être après Jean. Oui, alors, c'est difficile probablement, mais c'est essentiel, moi je dirais, de dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Parce que ça va crédibiliser le discours du scientifique ou du médecin ou du chercheur sur le média en question. Je crois qu'on l'a vu, on le voit actuellement, l'information scientifique, la médiatisation sur le Covid, les différents débats qu'il y a pu avoir sur les traitements, etc., a entaché un petit peu tout ça. Mais je crois que la transparence pour le citoyen est essentielle.
C'est-à-dire qu'il faut tout dire. Il faut dire quand des études ont montré des choses positives ou montré des choses négatives. Il faut dire quand on ne sait pas encore. On ne sait pas encore combien de temps une personne est immunisée après avoir été infectée. On ne le sait pas. Donc, il faut le dire. Il y a des études qui sont en cours. On va avoir des réponses. On ne sait pas encore la durée de protection des vaccins, puisqu'on a peu de recul. Donc, il faut le dire aussi à la population dans la communication. Moi, je pense, et beaucoup le pensent, que la transparence de la communication est vraiment essentielle pour avoir une adhésion au discours scientifique. Jean-François Guégan. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord. Donc moi je ne suis pas médecin, mais je pense qu'un médecin, d'abord il doit rassurer l'individu qu'il doit soigner. Hein. S'il lui dit d'autres termes plus catastrophiques, eh bien ça ne va pas non plus rassurer parce qu'il y a un terrain psychologique qui est important. Mais en recherche, c'est exactement la même chose. J'ai fait ma thèse dans les années 80, d'ailleurs en Côte d'Ivoire et au Mali, sur le programme Onchocercose de l'OMS. Puis ensuite, j'imaginais un recrutement, mais à l'époque, les établissements, certains, mais pas tous, jouaient beaucoup sur l'oral et sur la prestation à l'oral. Donc, quelqu'un qui disait qu'il ne savait pas ou qui hésitait dans ses réponses, c'était quelqu'un qui était sacrifié. J'ai énormément de collègues, hommes et femmes, qui ont disparu du décor de la recherche scientifique pour cette raison. Hein. Donc, ça existait aussi. C'est moins vrai, mais tout de même, moi, je fais beaucoup de jurys de concours, dont à l'INSERM il y a quelques années, actuellement à INRAE, à l'IRD, au CNRS, dans les grandes écoles d'ingénieurs. Ça reste tout de même un critère pour certaines personnes, justement peut-être des personnes qui savent tout, mais et qui justement jouent sur ce trait d'hésitation ou de candidats qui ne sauraient pas répondre à une question pour justement à ne pas les retenir. Alors, ça peut être discuté, évidemment, mais il y a aussi une correspondance avec la recherche que vous faites. Plus vous plongez dans l'infiniment petit, alors je parle pas de l'infiniment plus petit en physique, mais en biologie, plus vous allez trouver des explications très fines qui se rapprocheront d'une certaine forme de certitude, mais si vous allez monter en échelle, discuter donc avec notre collègue Vincent Leblanc, qui donc s'intéresse à des attitudes, à des comportements, à des pratiques en interaction entre les biomes forestiers, le comportement des agriculteurs, voire et pour moi, qui suis un peu plus encore haut en échelle, vous allez être confronté à différents déterminants qui peuvent arriver. Et donc, du coup, vous devez obligatoirement vous questionner, est-ce que c'est l'anthropologie, la sociologie, le changement climatique, la virulence du virus, qui sont explicatifs au phénomène. Donc, il y a des domaines de recherche qui sont beaucoup plus dans la certitude que d'autres, évidemment, parce qu'il y a une correspondance avec le niveau d'échelle auquel ils étudient ou au moins appréhendent les phénomènes. Dernière chose, et j'aimerais que. Est-ce qu'on a retrouvé le lien avec Abidjan? Parce que j'aimerais avoir peut-être une réponse rapide de chacun d'entre vous. Abidjan, vous êtes revenu? Oui, je vous entends encore. Vous êtes revenu, mais encore très haché. Rapidement, si chacun peut dire un mot là-dessus, comment finalement on peut travailler tous ensemble à une riposte commune qui nous préparait à une éventuelle prochaine pandémie, en sachant que on est chacun, selon notre culture, nos représentations et nos gouvernances, nos modes de gouvernance souverains dans nos pays. Comment on peut concilier à la fois nos particularismes, nos singularités et un travail en commun pour affronter ces prochaines pandémies qui ne sauraient, à mon avis, manquer. Il faudrait bien une réponse ici, Eric et Jean-François, mais j'aurais bien aimé une réponse à Abidjan, si on peut. Alors, un ancien directeur qui disait que l'égoïsme, que c'est quand on ne parle pas de moi et de ma discipline. C'est-à-dire qu'on a tous, bien entendu, ambition, mais quelquefois de la prétention à parler de son sujet. Et le problème qu'on a, c'est de la relativisation du sujet par rapport à ceux des autres. Vous prenez un simple exemple, et je vous conseille d'ailleurs les articles d'une chercheuse qui est à l'INSERM, qui est généticienne en génétique humaine, mais qui aussi s'intéresse à la philosophie et qui discute de ça, c'est-à-dire les certitudes que l'on apporte aujourd'hui sur le déterminisme génétique des maladies.
qu'aujourd'hui on peut interpréter par des phénomènes épigénétiques. Donc, voilà, donc je pense que fondamentalement, il faut que les disciplines et dans les grands champs disciplinaires, la médecine, les sciences vétérinaires, la physique, la biologie, etc., on tombe et on fasse disparaître les hégémonismes. Il n'y a pas qu'une seule explication au phénomène. Et les hégémonies sont importantes et créent une sorte de dictature de la pensée, jusque de la pensée scientifique. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui déconstruire, moi me semble-t-il. Il faut instaurer des disciplines transversales, des gens qui ont cette capacité à faire la transversalité. Exactement. Dans les émergences, vous savez, les mondes sont multiples. Il y a le monde animal, le monde de la santé humaine, l'environnement. Donc, il y a ce concept One Health dont on parle beaucoup, une seule santé. Et c'est vraiment le point crucial pour mieux comprendre ces émergences. Il faut que les gens travaillent ensemble. Alors, on l'a probablement pas bien fait ces dernières années. On en prend conscience encore plus avec la pandémie. Mais les chercheurs, les scientifiques du monde de la santé animale et ceux de la santé humaine, ainsi que ceux de la santé environnementale, doivent absolument converger et travailler ensemble sur des thématiques bien précises. Donc, c'est ce qu'on fait à Reacting. On essaye d'avoir des actions coordonnées avec des différents scientifiques pour mieux travailler et sur des aspects d'émergence Merci infiniment à vous quatre. En fait, je suis un peu désolée parce que j'aurais vraiment voulu qu'avant de travailler tous ensemble, on discute tous ensemble. et voilà, et la technique, le mauvais sort s'est abattu et nous avons perdu de vue nos amis d'Abidjan. J'en suis absolument désolée. Merci Abidjan si vous nous entendez. Merci malgré tout de votre patience et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour évoquer tous ces sujets ensemble. Merci à Brahma Koné, merci donc à Vincent Leblanc, merci à Jean-François Guégan et à Eric Lortensio. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à l'INSERM et à l'IRD. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.